Patriotes africains, bonjour, bonsoir. Dans les années 1970, un pays africain, la Somalie, faisait office de modèle de développement. C'était un pays dans lequel les infrastructures se construisaient, l'éducation était en marche et où le progrès était au rendez-vous. Bref, tout semblait aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes, dans la Somalie de Siad Barre. Et bien sûr, tout ce progrès était possible grâce à un homme, Siad Barre. Contrairement aux autres pays dirigés par les militaires ayant saisi le pouvoir à l'issue de coups d'État, le régime de Barre s'est évertué à développer le pays. Une politique basée sur les principes d'égalité et de fraternité islamique et aussi sur les dogmes du socialisme et du communisme, notamment du socialisme scientifique, ont permis à ce pays de se positionner comme un modèle de développement dans une Afrique qui se cherchait toujours à l'époque. Barre a fait construire des hôpitaux, des écoles et des usines de manufacture avec l'assistance de l'Union soviétique. Il décrète ainsi la gratuité des soins et de l'éducation, ce qui accélère l'urbanisation du pays. À la fin des années 70, la Somalie est l'un des rares pays africains à afficher un taux d'alphabétisation supérieur à 80%. Et aussi, il affiche un indice de développement humain très impressionnant pour l'époque. Mais Barre avait un problème, ou avait un petit souci. C'était un idéologue qui se rêvait à la tête, non pas de la Somalie telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais d'une grande Somalie. À ce niveau, il convient de faire une précision. La Somalie est un pays, mais les Somalis sont un peuple divisé en plusieurs tribus, et qui s'est retrouvé dans différents pays à la suite de la balkanisation du continent par les forces européennes en 1880. Donc nous avons des Somalis qui se sont retrouvés au Kenya, d'autres Somalis qui se sont retrouvés en Éthiopie, et d'autres encore en Érythrée, en Djibouti et partout ailleurs. Donc du coup, Siad Barre, ce qu'il voulait faire, c'est réunir tous les Somalis au sein d'un même pays et être leur président. Et pour y arriver, Siad Barre ne voulait pas promouvoir l'immigration des Somalis vivant dans les autres pays, non. Il voulait annexer les territoires de ces autres pays et les ajouter à la Somalie que nous connaissons aujourd'hui. Donc du coup, Siad Barre, pour mettre en œuvre ses plans, a défini une première cible. Et cette cible-là, c'est l'Éthiopie, qui était dirigée à l'époque par un autre régime communiste, celui de Mengistu Haile Mariam, j'espère que je prononce bien, et qui n'était pas aussi performant sur le plan économique ni sur le plan social que le régime de Siad Barre. Donc naturellement, les Somalis qui vivaient en Éthiopie à l'époque étaient un peu remontés contre le régime d'Addis Abeba. Donc, qu'est-ce que Siad Barre fait? Siad Barre décide d'envahir la région de l'Ogaden, une région en majorité peuplée par les Somalis. Initialement, les dieux semblent être du côté de Siad Barre. Il progresse rapidement sur le territoire éthiopien, arrive à conquérir des villes et des localités et se présente comme un libérateur. D'ailleurs, il est acclamé, et les troupes somaliennes sont acclamées lorsqu'ils entrent dans ces villes et dans ces territoires somalis. Mais il y a une variable que Siad Barre a manqué de prendre en compte. Ce qui fera dire après à certaines personnes qu'il est comme un homme, qu'il est comparable à une poule qui, après avoir couvé un œuf, le mange au lieu de le laisser éclore. Siad Barre n'avait pas compris que l'Union soviétique n'était pas prête à le soutenir contre le régime de Mengistu Haile Mariam et que les autres pays communistes n'étaient pas aussi prêts à faire cela parce qu'il avait violé une règle qui était propre au pays communiste, qui était qu'un pays communiste n'attaquait pas un autre pays communiste. Donc, étant donné qu'il était l'agresseur, même s'il était plus performant sur le plan économique que l'Éthiopie, même si la Somalie était un modèle de socialisme réussi comparé à l'Éthiopie de l'époque, étant donné qu'il était l'agresseur, il était évident pour les troupes, pour les pays comme l'Union soviétique et les pays comme le Cuba et consorts, de réprimer ou de punir la Somalie. Ce qui va se passer, c'est que, alors que Siad Barre négocie l'appui des Russes, les Russes finissent par choisir de supporter le régime de Mengistu Haile Mariam, donc l'Éthiopie, et Cuba
va envoyer 15 000 soldats pour combattre les troupes somaliennes. Très rapidement, l'avantage qu'il avait au début se transforme en désavantage. L'armée éthiopienne reprend le dessus, libère les territoires occupés par Siad Barre, qui est obligé de retourner en Somalie comme un vaincu plutôt. Maintenant, à la suite de cette opération, qui s'est révélée être un grand fiasco, Siad Barre perd le soutien de la Russie, de la Chine et des autres pays communistes. Du coup, il se retourne vers les États-Unis, donc d'un régime communiste. Il passe à un régime capitaliste, même s'il n'abandonne pas complètement son soubassement socialiste. Mais les États-Unis, en retour, vont lui donner environ 100 millions de dollars en assistance sociale et militaire sur une période de près de 10 ans. Près de 10 ans. Mais à l'intérieur, son pouvoir a été fragilisé par l'échec somalien, et éthiopien plutôt. C'est-à-dire que pendant longtemps, il était considéré comme l'unificateur de tous les clans. Mais avec cet échec-là, son rôle d'unificateur ou de leader de la Somalie est un peu challengé par d'autres chefs de tribus. Ajouté à cela, la guerre a coûté cher à la Somalie et a plongé le pays dans une grave crise économique. Du coup, ici et là, des tentatives de rébellion commencent par s'organiser autour des chefs qui appartiennent à d'autres clans que le clan de Siad Barre. Maintenant, qu'est-ce que Siad Barre trouve comme réponse? Il ne convoque pas un dialogue national, pas du tout. Il ne convoque pas une assemblée constituante, pas du tout. Il ne fait rien dans le sens de l'apaisement. Il va se mettre à jouer la carte du tribalisme, c'est-à-dire qu'il limogie les personnes appartenant aux autres clans qui ne sont pas favorables à sa politique et qu'il met à la place de ces personnes des gens qui sont plutôt favorables à sa politique et qui appartiennent à son propre clan. Du coup, avec le tribalisme apparaît le népotisme, et alors que le clan de Siad Barre arrive à contrôler l'appareil d'État, arrive à contrôler le pouvoir dans son entièreté, les autres clans sont dans la misère, ce qui accentue le ressentiment et donc multiplie les mouvements rebelles à son encontre. Alors, Siad Barre, acculé, va alors prendre une succession de décisions qui vont plonger la Somalie dans un désordre dont le pays n'est pas parvenu à se sortir jusque-là. Qu'est-ce que Siad Barre va faire? Siad Barre va d'abord, dans un premier temps, limoger les chefs militaires qui ne sont pas favorables à sa politique. Mais sentant toujours qu'il n'est pas protégé par sa propre armée, il va faire l'erreur la plus monumentale de sa vie. C'est de faire appel à un groupe sud-africain, un groupe de mercenaires évidemment sud-africains, pour venir assurer sa sécurité. Pourquoi je parle d'erreur la plus monumentale de sa vie? C'est parce que ce groupe de mercenaires est infiltré par le SAIMR. Si, comme beaucoup de personnes, vous n'avez jamais entendu parler de cette organisation, ce n'est pas étonnant. C'est une organisation qui se présente en apparence comme une société de recherche et d'exploration des mers qui contribue à collecter des données, notamment sur les océans, pour promouvoir la paix. Mais en réalité, le SAIMR est un groupuscule ou un groupe de suprémacistes blancs qui ont été engagés dans des processus de destruction de beaucoup de régimes africains. Et la plupart de ces personnes étaient sud-africaines ou rhodésiennes. La plupart des mercenaires du SAIMR, évidemment, étaient sud-africains ou rhodésiennes, des blancs assurément, ou évidemment. Et ce sont des gens qui exécutaient un agenda secret qui était que, selon des données qui sont disponibles aujourd'hui en ligne et dans d'autres documents, cet agenda était de transformer la Somalie en une plaque tournante pour le trafic d'armes pour le compte du régime de l'apartheid sud-africain. Donc Siad Barre a embauché pour sa propre sécurité des gens qui ne voulaient que détruire la Somalie pour en faire une plaque tournante du trafic de drogue et d'armes. Donc ce groupe de mercenaires sud-africains qui est censé le protéger va par contre accentuer les tensions dans le pays et fragiliser les positions du gouvernement de Siad Barre qui sera obligé finalement de fuir la capitale Mogadiscio
prendre le pouvoir, Siad Barre va quitter la Somalie en 92 et va trouver refuge d'abord dans un premier temps au Kenya, puis ensuite il se rendra au Nigeria, où il va rendre l'âme après, quelques temps après, en 95, d'un infarctus. Derrière lui, il laisse donc un pays plongé dans la violence, dans le chaos, qui ne parvient pas depuis maintenant plus de 30 ans à se relever ou à revenir sur le concert des nations. D'ailleurs, quelques temps après le début du conflit, le Somaliland, qui était l'une des composantes ou l'un des territoires qui composaient la République fédérale de Somalie, a proclamé son indépendance et fonctionne depuis bientôt plus de 20 ans comme un pays totalement autonome, même s'il n'est pas reconnu par la communauté internationale, ni par l'Union africaine, ni par aucun autre pays. Donc, quand vous demandez sûrement ce qu'est devenu le SAIMR, eh bien, il continue par protéger les océans de la Somalie, du moins selon les termes officiels, et ils auraient toujours un fief, c'est-à-dire un domaine dont ils seraient les patrons ou les administrateurs en Somalie. Maintenant, peu de gens savent où se trouve ce fief et ce qui s'y passe concrètement. Est-ce que la population somalienne a le droit d'y aller ou pas? Ça, je ne saurais le dire. Beaucoup de personnes croient que le SAIMR a travaillé directement sous l'instruction du régime de l'apartheid sud-africaine, un régime auquel le président Siad Barre était l'un des critiques les plus acerbes. Siad Barre était une personne qui croyait vraiment en l'autonomie du continent africain, à la voie du socialisme pour le continent africain. Et c'était une époque où la Somalie jouait un rôle important sur la scène géopolitique africaine. Donc il n'était pas vraiment aimé par les régimes comme le régime de l'Afrique du Sud, comme le régime de Ian Smith en Rhodésie de l'époque. Maintenant, quel serait donc l'avenir de la Somalie? Je suis de ceux qui croient qu'un peuple qui a été grand de par le passé et peut toujours redevenir grand dans le futur et même dans le présent. Et bien sûr, à commencer par le présent, bien sûr. Les Somalis sont les descendants d'un peuple antique qu'on appelait les Macrobites. Et ce peuple a été un peuple phare ou un peuple très important dans l'histoire de cette région du monde, dans les temps antiques. Ce sont des gens qui ont pu s'opposer à tous les grands conquérants et qui étaient un peuple que tout le monde craignait dans la région de l'époque. Et je pense que ce courage, cette capacité à défendre leurs terres que les Somalis ont depuis des millénaires peuvent leur permettre aujourd'hui de se reconstituer en tant que peuple et de faire face à cette menace qui les guette depuis lors, qui est la menace terroriste et qui empêche le pays de retrouver son unité et son rôle de pays phare dans la sous-région ouest africaine et d'acteur principal sur la scène géopolitique africaine. Parce que ce qui se passe en Somalie nous concerne un peu tous, parce que là, on assiste à la création d'autres Somalies dans d'autres endroits de l'Afrique. Et si la Somalie n'arrive pas à s'en sortir, nous aurons du mal à trouver une formule qui marche pour sortir de ce genre de situation. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais raconter une petite histoire qui fait rire. C'est que les Somalis sont convaincus qu'ils sont des Européens. Donc, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez beaucoup de discussions où des gens, aussi noirs que moi, font des vidéos pour dire qu'ils ne sont pas des Africains, qu'ils sont des Somalis et qu'ils partagent plus d'ADN avec les Allemands ou avec les populations qui vivent dans le nord de l'Europe qu'avec les Africains qui sont par exemple à l'ouest ou au centre. Ce qui est drôle, c'est que des gens qui pensent qu'ils sont des Européens ont été détruits, massacrés, humiliés et complètement déchiquetés par le suprémacisme blanc occidental. Si ça, ce n'est pas une leçon,